Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc un projet qui portait sur les trajectoires d'évolution des socio-écosystèmes côtiers à vocation conchilicole. Alors, par rapport à ce qui vient de vous être présenté, donc disons tout de suite que c'était un petit projet en termes de dimensionnement et de moyens. On était plutôt sur des mécanismes de crédit de type incitatif. Ce qui ne nous empêche pas de remercier donc le financeur de ce projet, à savoir la direction scientifique de l'IFREMER et son programme Sciences en Société, puisque c'était donc dans ce cadre-là qu'a été financé le projet. Et donc c'était un projet qui était coordonné donc par Audrey Bruno du laboratoire Environnement Ressources de l'IFREMER à la Tremblade, qui est présente dans la salle. Deux autres collègues de l'IFREMER, écologues, Valérie Derolez et Aline Gagnery, et donc moi-même, Rémi Mondruel, qui suis économiste à l'IFREMER, dans une UMR à Mur, basée à Brest. Alors, l'objectif de ce projet était donc d'étudier les trajectoires des socio-écosystèmes côtiers à vocation conchilicole en adoptant une approche interdisciplinaire, donc qui associe sciences du vivant et sciences humaines et sociales, à la fois pour produire des analyses rétrospectives dans l'analyse des processus en jeu dans l'évolution des interactions entre sociétés et écosystèmes marins, et tirer de ces analyses des enseignements concernant les capacités d'adaptation et de résilience des sociétés et des écosystèmes face au changement. Donc ici, vous avez une représentation conceptuelle simplifiée du socio-écosystème tel que nous l'avons manipulé, donc avec des objets classiques dans la partie écologique, les processus biophysiques, les fonctions écologiques. Du côté de la société, les acteurs, leurs comportements, leurs stratégies, les représentations, etc., etc. Et au centre, ces interactions entre écologie, systèmes écologiques et systèmes sociaux. Étant donné notre problématique, ça tournait beaucoup autour de l'usage conchilicole, mais pas que. Et évidemment, ces interactions, elles peuvent être abordées à la fois par la notion de service écosystémique, qui est très pratique pour caractériser l'ensemble des interactions homme-nature sur un territoire, un site, ainsi que par les dispositifs de gestion qui interviennent forcément pour permettre à ces interactions d'être le plus durables possible. Et justement, ces dispositifs de gestion, ces services écosystémiques, nous les avons utilisés comme objets frontières, c'est-à-dire comme objets de recherche qui vont faciliter le dialogue et les approches communes entre à la fois les sciences du vivant et les sciences humaines et sociales. Donc voici nos trois sites d'études. La BDV en Normandie, le bassin de Marennes-Oléron, que vous connaissez forcément très bien, la lagune de Thau, et la période d'étude donc s'étendait de 1970 à 2018. On avait structuré notre projet autour de trois axes de recherche, donc un axe écologie qui s'intéressait aux évolutions de l'état des écosystèmes et des fonctions écologiques, un axe société sur l'évolution des interactions société-écosystème, et un axe transversal qui est, lui, vraiment centré sur cette problématique de la trajectoire d'évolution du socio-écosystème dans son ensemble. Pour ce qui est de l'axe écologie, donc, il s'est intéressé principalement aux perturbations et aux crises écologiques et sanitaires ayant impacté l'activité conchilicole, donc qui est toujours au centre de nos socio-écosystèmes. Alors, ces analyses se sont beaucoup appuyées sur les données des réseaux d'observation, qui permettaient donc de connaître à la fois un certain nombre de paramètres microbiologiques, etc., etc., qui ont été donc traités sous la forme d'analyse de séries temporelles. Sur l'axe société, on s'est beaucoup intéressé aux services écosystémiques. Et dans tous les cas, pour ces deux axes, on a cherché à identifier des tendances à long terme, identifier les ruptures, les périodes de basculement et également les synchronicités, les similitudes. Tout ceci, ces deux premiers axes, ont nourri donc l'axe transversal, donc qui lui visait à représenter de façon intégrée la trajectoire d'évolution des socio-écosystèmes. Pour cela, on a mobilisé un premier outil qui est celui des frises chronosystémiques, qui permet à la fois de représenter
l'évolution de l'état écologique, des usages des dispositifs de gestion de façon intégrée, et surtout dans l'idée de repérer des jalons clés dans la trajectoire et des périodes contrastées, c'est-à-dire des périodes qu'on va pouvoir séparer soit justement par des jalons clés, mais surtout qu'on va pouvoir distinguer les unes des autres par des configurations qui ne sont pas les mêmes, du point de vue de l'état écologique, du point de vue des usages, du point de vue de la gestion. Donc, on a pour chaque période à la fois représenté les tendances écologiques, les demandes sociales porteuses de changement. Donc ça, c'est un produit de nos analyses de services écosystémiques, hein, c'est-à-dire qu'on a essayé de redynamiser un peu les analyses de services écosystémiques, de pas seulement voir la consommation de services écosystémiques, mais de rappeler que derrière la notion de service écosystémique, il peut y avoir dans les demandes des demandes qui sont impactantes, c'est-à-dire des consommations de services qui vont aller au-delà de la capacité durable de l'utilisation du service. Il va aussi y avoir des demandes qui sont insatisfaites, donc ça aussi, ça va créer des instabilités, donc de la dynamique dans le système. Et puis, il va y avoir des demandes qui sont en fait des demandes de conservation, c'est-à-dire que face aux problématiques de services qui sont surconsommés, la société à un moment va réagir en disant ce service, il faut le protéger, etc., etc. Donc nous, les services écosystémiques, on les a vus de cette façon-là, donc plus large, et avec l'idée qu'il faut les percevoir dans une vision dynamique. Voilà. Et donc on a également représenté les facteurs de changement, les stratégies d'adaptation des acteurs, et au final, les configurations, les propriétés émergentes des socio-écosystèmes à différentes périodes. Et en dernière étape, on a posé les liens dynamiques entre les processus et les composantes des socio-écosystèmes qui vont expliquer les configurations aux différentes périodes et le passage d'une configuration à une autre. Donc on avait un partenariat scientifique donc qui associait un maximum de disciplines en termes de sciences du vivant, sciences humaines et sociales, différents partenaires au-delà de l'IFREMER, dont localement ici notamment l'Université de La Rochelle. Et nous avions aussi un partenariat avec les acteurs des territoires, donc des représentants de la filière conchylicole, des gestionnaires de l'eau et des bassins versants, des gestionnaires du domaine public maritime, des centres techniques en appui à la filière conchylicole, des gestionnaires des espaces protégés et des associations de protection de l'environnement. Et on a organisé avec ces acteurs des territoires des ateliers collaboratifs qui ont notamment permis de formaliser ces représentations des trajectoires de socio-écosystèmes, mais on s'est aussi appuyé sur ce réseau d'acteurs pour mettre en œuvre un certain nombre d'enquêtes et d'entretiens, soit de façon un peu systématique sur les professionnels de la conchyliculture, mais aussi auprès de certains acteurs clés, donc pour éclaircir un certain nombre de points concernant notamment l'évolution des dispositifs de gestion. Voilà. Et donc, pour ce qui est des partenaires, donc voilà, donc localement, on a travaillé avec le comité régional de la conchyliculture, l'agence de l'eau à Dour-Garonne, le CAPENA et le parc marin. Alors, brièvement, les résultats par axe. En ce qui concerne l'axe écologie, donc on a pu montrer que les séries à long terme donc, qui ont été mobilisées sont précieuses pour étudier la trajectoire des écosystèmes. Et donc a été mis en évidence l'amélioration de la qualité chimique, mais des dégradations microbiologiques, des changements des communautés phytoplanctoniques, un déclin des performances d'élevage des huîtres et un effet important du climat sur les performances d'élevage et une période de transition commune aux 3 sites à partir des années 2010 relativement à cet effet du climat. En ce qui concerne les interactions société-écosystème, donc là on a montré que sur la période d'étude, les bouquets de services écosystémiques devenaient de plus en plus diversifiés, donc du fait de la diversification des usages, mais cela générait évidemment des pressions croissantes sur les services et les écosystèmes, donc des demandes accrues de protection environnementale. Ça, c'est une fameuse demande de conservation de services qui intervient à ce moment-là. Et on a aussi étudié dans le détail les stratégies d'adaptation de la profession ostricole qui ont été extrêmement nombreuses dans différents domaines et donc sur toute la période d'études. Enfin,
s'agissant de l'analyse des trajectoires des socio-écosystèmes. Donc là, on a pu montrer que l'accumulation de facteurs de changement générait de plus en plus d'instabilité, mais aussi une multiplication des adaptations. De ce fait, il y avait une augmentation de la complexité des systèmes de gestion qui se répercute négativement sur l'efficacité de ces systèmes de gestion. C'est-à-dire qu'ils atteignent certains de leurs objectifs, mais ils les atteignent partiellement, ils ne les atteignent pas tous. Et enfin, si on se place vraiment dans les approches en dynamique des systèmes, donc on a tenté également de développer, donc on a cherché à mettre en évidence quelles étaient les boucles de rétroaction qui s'étaient construites vis-à-vis des différents problèmes qui se posaient à la société dans ses interactions avec la nature au fur et à mesure de l'évolution des trajectoires de ces sites. Et on a montré que les boucles de rétroaction étaient de plus en plus nombreuses, mais pas toutes efficaces. Et donc, ça permet de repérer effectivement, grosso modo, qu'est-ce qui ne fonctionne pas relativement à certaines problématiques. Voilà. Alors là, je vais vous montrer rapidement quelques illustrations sans les détailler. Donc, voilà ce que donnent les frises chronosystémiques. On les a construites par différents thèmes, l'écologie, les usages, la gestion. Donc là, vous avez par exemple une frise sur la gestion en BDV. Chose que je vais détailler, parce que je pense que ça, c'est un sujet qui va plus vous intéresser aujourd'hui, les configurations. Donc là, si on prend le site du bassin de Marais-Oléron, donc on a divisé sa trajectoire en 3 périodes, avec une rupture en 85, une autre en 2008. Ces ruptures, elles sont vraiment liées à des événements liés à la conchyliculture. En 85, c'est la saturation du bassin. En 2008, c'est l'apparition des mortalités massives. Et donc, grosso modo, les configurations, eh bien voilà, dans la première période, on a une qualité sanitaire du bassin qui est impactée par les polluants chimiques. On a des nouvelles pressions qui s'installent, agriculture intensive et tourisme de masse. En même temps, l'ostréiculture, qui avait été impactée par les mortalités massives de l'huître portugaise fin des années 60, va redémarrer avec une nouvelle espèce, mais les densités d'élevage vont rapidement devenir excessives. Et puis, on a l'apparition de mécanismes de gestion sectorielle et des premières protections environnementales. Dans la deuxième période, on va avoir une amélioration de la qualité sanitaire, mais de nouveaux problèmes environnementaux et climatiques qui vont apparaître. On a un paroxysme des tensions entre agriculteurs et ostréiculteurs pour le partage de l'eau douce. Donc, il y a aussi un sujet que j'imagine vous connaissez par cœur. Difficulté pour l'ostréiculture et mutation du secteur. Donc là, on va avoir apparaître des adaptations de type délocalisation, en plus de la modernisation qui était déjà à l'œuvre. Et puis, au niveau de la gestion, des premières tentatives de mise en place d'une gestion intégrée et de nouvelles exigences sanitaires et environnementales. La dernière période, les pressions environnementales s'exacerbent, on a des dégradations ponctuelles de la qualité sanitaire, baisse de la diversité et de la quantité des microalgues. On a une diminution du débit des fleuves, mais un abaissement relatif des tensions sur l'eau douce, donc là, en lien avec des évolutions du système de gestion que je n'ai pas trop le temps de détailler. Les adaptations aux crises du point de vue de la profession ostréicole vont permettre une stabilisation des volumes des ventes du bassin malgré la diminution du nombre d'entreprises ostréicoles et de la production nationale. Et enfin, on a une gestion qui est de plus en plus complexe, mais toujours pas réellement intégrée à l'échelle de l'ensemble du bassin. Voilà, donc là, vous avez une représentation très synthétique des trajectoires d'évolution pour les 3 sites, simplement pour mettre en évidence que sur 2 des sites BDV et Marais-Oléron, les changements étaient réellement déterminés par des événements liés à la conchyliculture. Pour la lagune de Thau, bien qu'on était toujours centré sur les problématiques de sites à vocation conchylicole, les événements liés à la qualité de l'eau sont vraiment ceux qui ont influencé la trajectoire du site. On a produit des représentations en dynamique des systèmes en allant au-delà de l'approche frise chronosystémique, en faisant appel à d'autres approches en dynamique des systèmes que nous avons hybridées. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça pour dire qu'on a cherché à la fin à rendre compte de la complexité du système de la façon suivante, c'est-à-dire pas simplement montrer en quoi le déroulement du temps et ses conséquences, le déroulement du temps va amener à des propriétés émergentes, mais on va chercher à repérer
quelles sont dans le socio-écosystème, vu comme un système complexe, les composantes dynamiques qui expliquent les propriétés émergentes du socio-écosystème figurées à travers le temps. C'est-à-dire qu'en gros, on part des propriétés émergentes, donc ça c'est les choses que vous avez en bleu, dont le pointeur ne marche pas, et on va simplement représenter autour de... Donc ça c'est ce que j'ai présenté précédemment, les propriétés émergentes, et on va représenter en fait les éléments qui expliquent l'émergence de cette propriété. Et ceci va faire apparaître que, en lien avec ces assemblages de composantes du socio-écosystème et de processus, se mettent en place des boucles de rétroaction. Et vous voyez dans les couleurs des boucles de rétroaction, les vertes, c'est celles qui sont efficaces, elles ont atteint les objectifs, elles ont ramené à l'état désiré, elles ont fait disparaître une instabilité qui était apparue, mais celles qui sont en orange ne fonctionnent que partiellement, et celles qui sont en rouge, eh bien, malheureusement, n'atteignent pas du tout leurs objectifs. Donc, de façon synthétique, eh bien, on peut constater pour les 3 sites que vous avez, au fur et à mesure des 3 périodes, une augmentation des facteurs de changement, donc une augmentation des boucles de rétroaction. Les boucles de rétroaction, donc ça, ce que vous avez entouré en rouge, c'est le fait que les boucles de rétroaction sont pour les 3 sites de plus en plus nombreuses à la 3e période, donc en fin de trajectoire. Pour les 3 sites, vous avez des boucles de rétroaction qui sont en majorité uniquement partiellement efficaces. Il y a peu de boucles de rétroaction totalement efficaces. Et il y a un seul site qui échappe au drame des boucles de rétroaction totalement inefficaces, donc celles qui sont en rouge. Ce qui est vert ici, c'est que c'est effectivement bien que dans nos boucles de rétroaction, il n'y en ait pas qui soient en rouge, c'est-à-dire inefficace. Et il y a un seul site, malheureusement, qui a atteint ce critère. Ce n'est pas Marennes-Oléron. Voilà. Alors, conclusion. Bon, voilà, aspect positif de la démarche, ça a beaucoup plu aux chercheurs du projet, le côté très transversal. Ça a été aussi apprécié par les acteurs du territoire. Bon, ils ne sont pas forcément là pour le confirmer, vous êtes obligés de le croire. Ça laisse des questions en suspens. Voilà, l'approche était trop descriptive, pas assez explicative. Comment répondre aux attentes en termes de solutions alors qu'on a fait de la prospective, on a discuté de ce qui a été fait dans le passé, ça marchait pas, mais il s'agit aussi de se projeter dans le futur. Et sur le plan des interactions avec la société, comment faire vivre ces démarches intertransdisciplinaires et collaboratives avec les acteurs dans la durée. Question de moyens, de financement. Je n'ose me tourner à nouveau vers la direction scientifique de l'IFREMER, mais voilà. Il y a des limites méthodologiques, on pourrait en discuter, mais ce serait un vaste sujet. Et donc, pour terminer, donc vous signalez que nous avons, à l'occasion de ce projet, essayé de produire un certain nombre d'outils un peu interactifs. Il y a une page web du projet, ça c'est du classique. Les frises chronologiques sont consultables sur Internet. Les trajectoires d'évolution résumées en termes de succession de configuration relativement à l'état écologique, les usages, la gestion, etc., elles existent sous forme de petits dessins animés, donc des animations, voilà. Et surtout, nous avons, à l'occasion de ce projet, pu produire, donc avec l'appui de 2 spécialistes du documentaire, un documentaire enquête de résilience d'ostréiculture dans le rétro, donc, qui se base sur les résultats scientifiques et les témoignages d'acteurs rencontrés dans le projet. Donc c'est un documentaire de 38 minutes et que je vous invite à aller consulter. Nous, on le trouve super intéressant. Je l'ai vu plein de fois à l'occasion de présentation et je m'en lasse jamais. Voilà. Évidemment, mon point de vue n'est pas très objectif. Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur cette présentation intéressante? Oui. La diversité des activités des ostréiculteurs, est-ce que vous les voyez différentes en fonction des 3 sites et comment ils arrivent à se diversifier? Alors, qu'entendez-vous par diversification?
C'est-à-dire faire autre chose que de l'ostréiculture ou au sein de l'activité ostréiculture. Les deux, je dirais, ouais. Si... Parce que moi, je dirais que la diversification au-delà de l'ostréiculture, ça reste quand même assez marginal sur les 3 sites. Sinon, la diversification en termes de pratique, donc là, elle est très visible et elle n'a cessé d'augmenter dans la durée. La principale, c'est au niveau des stratégies de commercialisation. Donc là, il y a beaucoup d'innovations en termes de stratégie de commercialisation, à différents degrés selon les bassins. Dans notre étude, les bassins, du point de vue de ces pratiques ostréicoles et de ces pratiques de commercialisation ne sont pas du tout les mêmes, parce qu'évidemment, tout le monde sait bien que Marennes-Oléron, c'est le bassin qui pilote le marché de la production et le marché d'huîtres en France. Et donc, le fait qu'il pilote la production, ça veut dire que certains bassins, comme la BDV, la différence entre Marennes-Oléron, bassin pluricentenaire, la lagune de Thau, où l'activité a commencé vers 1900, puis vraiment à partir de 1950, la BDV, ça a commencé en 70. Et en 70, et de façon vraiment massive, fin des années 70, début des années 80. Et en fait, le développement de la BDV, c'est littéralement une conséquence de la saturation du bassin de Marennes-Oléron. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'avait plus suffisamment de croissance, de perspective d'augmentation du volume de production à Marennes, les ostréiculteurs charentais sont allés monter des partenariats, monter des entreprises en BDV pour développer l'activité sur place. Voilà. Donc en BDV, la diversification, c'est qu'au début, ils faisaient une partie du cycle pour les entreprises de Marennes, et petit à petit, ils ont cherché à devenir un peu plus indépendants, à avoir leur propre production, etc. etc. À Marennes-Oléron, on est à des niveaux encore plus avancés de diversification dans la commercialisation, avec la commercialisation en nom propre des entreprises, etc. etc., etc. Et après, je ne parle pas des adaptations en termes de pratique, puisque donc voilà, Marennes s'est adapté en termes de pratique. Ça, c'est des témoignages de certains acteurs, en évoluant de plus en plus vers des pratiques quasiment que de retrempage. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la production se fait ailleurs, et ici, on affine. Et voilà. Il y a aussi les adaptations vis-à-vis des mortalités. Les mortalités massives, quand elles sont apparues 2008-2010, donc si on prend l'histoire longue de l'ostréiculture, c'est une succession, pour dire les choses de façon très résumée, de surexploitation des bassins, générant plus qu'un problème de manque de croissance, au final des problèmes d'épisodie, donc de mortalité. Et donc tous les 30-40 ans, l'espèce cultivée finit par mourir, et on doit la remplacer. Donc dans les années 20-30, on a remplacé la première espèce, on est passé de l'huître plate à l'huître portugaise. Parce que nous, on a démarré avec le deuxième remplacement d'espèces, donc le passage de la portugaise à la japonaise, 70, et donc 40-50 ans après, mortalité massive de la japonaise, tout le monde se dit c'est terminé. Et il y a eu cette angoisse-là à un moment dans la profession, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'espèces de remplacement. Et donc là, l'adaptation a été de compenser ces surmortalités massives par du surensemencement. Ce qui fait qu'ils maintiennent une production qui est actuellement, grosso modo, aux 2/3 de ce qu'elle était avant les mortalités massives. D'ailleurs, grosso modo, l'ordre de grandeur, l'année 2008-2010, on était à 120 000 tonnes par an en France de production d'huîtres, on est à 90 000 tonnes, qui s'est stabilisé, mais avec à la fois une persistance des surmortalités, qui sont moins dramatiques que dans les années 2008-2010, parce qu'il y a aussi des ajustements avec certaines espèces, voilà, médecin de closerie, sélection d'espèces plus résistantes, enfin d'individus plus résistants, etc. Et ce fameux surensemencement, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez raisonner un peu efficacité écologique, on n'est peut-être pas dans l'efficacité écologique. Mais bon, là, je sors un peu de même des compétences propres. C'est une riche discussion à poursuivre plus tard à la pause café.